Attention spoil, je vous préviens, vous devez jouer au jeu avant de regarder cette vidéo. Non, sérieusement, jouez-y, c'est gratuit et c'est sur Steam, ou Itch.io aussi vous préférez. Mais bon, du coup, on va voir une partie de l'histoire de ce jeu. Ce jeu commence par un flashback de notre personnage, un flashback assez étrange. On voit ensuite ce personnage dans la forêt, puis juste après une petite animation qu'il présente. Il s'appelle donc Héliodrussus, et on apprend avec les dialogues juste après qu'il est postier, et qu'il livre des lettres. On apprend un peu les commandes, on visite l'endroit, puis on livre notre premier combat. C'est un slime, il est facile de le battre. Grâce à ce combat, j'ai appris le système de super efficacité, qui fonctionne à peu près comme pour Pokémon, sauf que là ça concerne que la magie. Puis enfin, je finis par sortir de la forêt, afin de livrer ces lettres, parce que je dois livrer des lettres. Je me dirige du coup vers la ville la plus proche, et je prends le temps de la visiter. On y voit un panneau où c'est écrit Tar. Demandez pas pourquoi, je sais pas non plus. J'entre ensuite dans la maison juste à côté. Et je parle à la fille assise juste là. Bonjour. On n'apprend pas beaucoup de choses. D'ailleurs pourquoi elle réagit comme ça? Je suis littéralement rentré par effraction chez elle. Bon en tout cas, les livres de sa bibliothèque étaient plus intéressants. On y apprend qu'il existe différents types de magie. L'eau, la roche et le soin. Ça peut vous paraître logique dans un RPG, sauf que on sait rien de ce monde. Donc au début, on connaît peut-être l'existence de plusieurs types de magie, mais à part le vent, on n'avait rien qui pouvait dire que la magie de soin existait, par exemple. Mais bon, c'est tout pour cette maison et on explore le reste. En sortant, on rencontre un mignon petit chat. Puis on rentre dans l'auberge, juste devant. Il y a une personne à l'accueil qui nous accueille, bravo, t'as réussi à comprendre. Et c'est une personne qui a oublié ce qu'il voulait dire, ça a dû être vachement frustrant. Et à l'étage, on peut réserver des chambres. Bon, après, au dernier étage, il y a une personne qui dort. Ensuite, je vais dans ce magasin, et pourquoi le magasin est aussi vide? Ah bah au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de vol. On peut y acheter diverses potions, ce sera pratique pour les combats. Dans la maison juste à côté, on peut regarder des armoires. Mais notre personnage semble plus raisonnable que dans certains autres RPG. Ah par contre, il se permet quand même de juger ce que les autres y mangent. On parle à la personne au milieu et il dit qu'il peut réparer ou désassembler les objets. Je garde ça en tête, ce sera pratique pour plus tard je pense. Je sors pour aller parler à ce PNJ qui est visiblement philosophe. Ou alors il est opportuniste, je sais pas, vu sa phrase, quand les autres changeront, je changerai aussi. Je prends du temps pour admirer ce cheval, et je décide d'enfin livrer cette lettre. En entrant dans le bâtiment, je vois 2 PNJ, alors je parle à la plus proche. Elle nous dit qu'on peut ignorer sa colocataire. Sympa. Du coup je décide de faire ce qu'elle me dit et d'aller voir les livres. Attends, y a vraiment un livre pour savoir comment bien mentir? Même notre personnage est choqué. Bon ok, j'abuse peut-être un petit peu. Je me décide enfin de livrer cette fichue lettre, et on dirait qu'on a affaire à... Oui bon ok. Dès que je trouve une faute d'orthographe, je vais l'entourer pour qu'on puisse le corriger. Donc du coup je disais, on a affaire à une voyante, qui nous propose de lire notre avenir. On lui donne la lettre, on refuse, et on part en route pour la prochaine ville. C'est pas par là hein, tu sais. Dès que j'y suis, je parle au PNJ le plus proche. Et franchement, on peut pas dire que j'ai eu le meilleur accueil au monde hein. J'entre alors dans ce bâtiment et parle à ce PNJ et oh mon dieu, quelqu'un qui enfin réagit. Ah oui bah ok, je suis sociable mais je suis postier, c'est normal. Moi je voulais quelqu'un qui laisse pas les gens rentrer chez eux, purée. Dans la tristesse, je pars visiter le bâtiment d'à côté. Encore un shop vide. Mais vous faites rien pour décorer, pas étonnant qu'il y ait personne qui vienne acheter des trucs ici. Bon j'en ai marre, cette ville elle m'a déjà assez déçu. On va livrer cette lettre et on part direct. Je rentre donc dans ce bâtiment et je gratte un petit peu de travail avant de regarder ce qu'on peut acheter. Des armes et des armures. Il y avait rien du tout ici qui pouvait me faire penser ça. Oh! En plus ils sont originaux. Ma préférée c'est Tsuki. Oui on dirait le nom d'un chien mais voilà. C'est le katana éolienne. Bah quoi, j'ai le droit de rêver. Même sa description indique qu'elle est réelle. Enfin quelque chose de positif dans cette ville. Bon je vais livrer la lettre pour sortir quand même parce que j'en ai marre. Une fois fait, je sors rapidement de la ville ou du village vu sa taille. Et en ne sachant pas trop quoi faire, j'ai décidé de visiter d'autres villages. Étant très intelligent, j'ai décidé de me diriger vers une cachette pour y trouver probablement une interaction spéciale. Et j'avais raison. Cela prouve mon intellect supérieur. Je visite un bâtiment qui a un hôtel. Puis après celui-là, où on me dit de revenir plus tard. Je vois qu'il y a aussi une encyclopédie de monstres. On va appeler ça un monstrodex. Puis je passe au prochain bâtiment et oh mon dieu, cette personne me reconnaît. Je suis connu. Et en plus on me donne du travail. Ah quoi, c'est nul d'avoir plus de travail. Non, car ici travail est égal à quête est égal à argent. Et nous, on aime l'argent. J'entre là,
et c'est encore plus vide. Parfois je me demande s'ils ont vraiment du budget dans ces villages. Je récupère encore plus de travail et je gagne une salade. Mais je voulais de l'argent, on me donne une salade. D'accord, je vais aller me plaindre au chef du village, il va voir à quel point c'est inacceptable. Mais c'est pas vous qui êtes recherché? Quoi regardez là-bas, il y a une épée éolienne. Hein? Où ça? Vous m'aurez jamais. J'entre dans ce gigantesque château, et à peine arrivé, le roi me demande direct de livrer une lettre. Bon, vu que c'est le roi, et que je peux gagner encore plus d'argent, je livre tout de suite la lettre, hein, comme ça on est sûr. Et c'est une lettre que je dois livrer à la petite fille que j'avais vue tout à l'heure. Attends, elle est mère? Mais elle a même pas... Elle a quel âge? Bon, elle s'appelle Alicia Saint-Homme. Faites pas genre que ce nom est compliqué, je l'ai dit du premier coup. On lui donne la lettre, et quand on décide de sortir de la pièce, elle nous arrête pour nous demander de l'escorter au château. Bon, c'est compréhensible avec les monstres qui rôdent autour, etc. J'emmène donc au château, en échange d'un peu d'argent bien évidemment. Arrivé au château, je la laisse partir voir le roi, et décide, pendant qu'elle parle avec le roi, d'aller sur le toit, pour pouvoir parler à une fille qui a le nom d'un mois. C'est pas une blague. Mais bon, du coup, je parle avec elle de la fille que j'ai escortée, et ensuite, on va aller la voir, vu qu'elle a terminé sa discussion avec le roi. Donc on parle un petit peu avec Alicia, c'est son nom pour ceux qui ont oublié, et on découvre qu'on va devoir livrer la lettre à son grand-père. Le problème, c'est qu'il était parti aller chercher quelque chose, et il est pas revenu. Ah bah super le grand-père, hein. Vous inquiétez pas, ce quelque chose c'était pas du lait. Donc on peut en déduire qu'elle a pris la place de son grand-père en tant que mère en attendant. Donc notre personnage, d'après ce qu'il dit, il semble quand même porter un grand respect envers les informations privées qui pouvaient contenir certaines lettres. Ça c'est un facteur compétent. Et attendez, si c'est la même chose aujourd'hui. Juste imaginez que votre fournisseur Wi-Fi regarde vos textos. C'est flippant, hein. Mais bon, on a aussi un petit doute sur la relation entre Avril et Elio, qui pouvait devenir intéressant. Puis notre théorie par rapport au maire a été confirmée, et notre personnage veut faire payer Alicia. Bah oui, après tout, l'argent c'est... Avril décide de s'interposer et convaincre notre héros à le faire gratuitement. Purée, faut toujours tout gâcher. Pour récupérer des infos, on va devoir aller voir un personnage qui s'appelle Terre. Terre, qui sait où se trouve le grand-père. Le problème, c'est que sa localisation est inconnue. En gros, on sait pas où il est. Mais grâce à mon grand intellect, on a pu le trouver. Tiens, c'est bizarre ça, il me semblait que tu l'avais demandé aux gardes. Malheureusement, c'est vrai. Attends, comment t'as fait pour lire dans mes pensées? Étant en fait en train de faire sa meilleure sieste en haut d'un hôtel. Ah ouais, ces siestes, elles rigolent pas par contre. On le réveille, il nous dit qu'apparemment le grand-père était parti en mission pour une famille en le même nom que le mélange entre Papyrus et Saphir. On va donc aller les voir et Terre, le chômeur, a rejoint notre équipe. Je récupère une nouvelle quête et sérieusement, ta sœur était dans le bâtiment juste à côté en train de glander. Comment t'as fait pour ne pas la retrouver? Attends, ça fait de l'argent gratuit. Tu peux oublier ce que j'ai dit. On part ensuite aller voir le maître du manoir et oh, calme-toi Terre. Il veut pas nous donner les infos, donc on se tape dessus. Et après un petit combat pas du tout avantagé pour nous. Non mais sérieux, il sait même plus ce qu'il fait là, ça se voit sur sa tête. Il nous donne les infos qu'on recherche. Son grand-père est donc parti dans l'ancienne tour de l'Est. On lui raquette de l'argent et on part en route pour la tour. Mais avant, petite séance XP. Je décide de regarder le monstre Dex et qu'est-ce qu'il fait là lui? Même les habitants le respectent pas. Avec l'argent obtenu, oui, chasser du lapin rapporte plus d'argent qu'une étoile filante. Où est la logique? Je me suis acheté le meilleur équipement que ces vieux avaient à offrir. J'entre donc dans ce bâtiment et tronçonneuse. Après une petite dispute, c'est Alicia qui remporte l'arme. Oui, on a donné la tronçonneuse à la pire personne possible et alors? J'entre alors dans la tour, préparé avec la tronçonneuse et les différentes armes que j'ai achetées. Pour utiliser un cercle magique téléporteur, il faut utiliser la magie pour allumer, c'est comme un interrupteur pour la lumière. Mais par contre, l'usage de la magie est censé être rare, c'est ce qui rend cette tour un petit peu inaccessible. Par contre, notre héros a réussi à l'activer. Malheureusement, on ne peut plus sortir. Ah ouais, c'est bête, hein, pas étonnant que le grand-père n'est pas revenu. Il récupère une carte postale d'Avril au travail, demandez pas ce que s'affichait là. Et on arrive alors devant plein de bibliothèques. Alors attention, pour les informations, ça va aller vite. On apprend qu'avant, il y avait plein de types de magie différents. Et surtout, que tout le monde y avait accès. J'avais pas vraiment beaucoup expliqué plus tôt, hein, mais la magie est rare. Aujourd'hui, peu de personnes y ont accès. On apprend ensuite qu'il existe, ou il existait un dieu ultime, qui était au centre des religions. Dans le monde d'avant, les dieux écoutaient les prières des hommes et les aidaient. Mais un jour, les dieux, ils ont arrêté de répondre. C'est comme ça qu'on est passé au monde d'après. On bat un boss pour passer à la suite, puis on fait une pause, et on apprend alors qu'Elio, le personnage principal, avait étudié la magie. On apprend aussi que les grandes familles comme Saphirus monopolisaient les livres de magie. Les grandes familles pouvaient donc utiliser la magie.
alors que les autres en étaient privés. La domination des grandes familles n'a donc fait que s'agrandir avec la disparition des dieux. On lit ensuite un livre assez vague sur l'utilisation de la magie, puis après un livre sur les monstres. Apparemment, ce sont des animaux qui ont muté. C'est pour ça qu'il existait des araignées géantes. Mais on connaît pas l'origine des slimes. Par contre, on connaît l'origine des fantômes. Ce sont des monstres qui ont perdu leur forme originelle. On sait toujours pas pourquoi est-ce que lui est considéré comme un monstre. Auparavant, les dieux donnaient la magie à tous les êtres humains. C'est pour ça que tout le monde y avait accès. Mais une fois parti, plus personne pour leur en donner. Du coup, ceux qui avaient de quoi apprendre la magie pouvaient s'en servir. Ici, c'est alors les grandes familles pouvant se permettre d'acheter tous les livres de magie et surtout d'apprendre la magie héréditaire à leurs membres. Après tout ça, on fait une petite pause avec ce long escalier. On entre donc dans une salle vide. On a fait tout ce chemin pour rien. Et tout le monde sort dehors. On prend alors le point de vue d'Avril. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? En avançant, on trouve deux panneaux, l'été et l'hiver. Si on part vers l'été, il y a Elio avec une tombe. C'est celle d'Avril. Flippant. Et si on part vers l'hiver, on y voit Elio en train de se faire... Attends. Il se fait harceler par des bonhommes de neige. T'es descendu bien bas dans mon estime. Elio reprend ses esprits et théorise le fait qu'on soit plongé dans une illusion ou un rêve. Pas étonnant vu qu'ils se sont endormis. D'ailleurs, on le retrouve dans l'hiver alors que le mois avril se trouve en hiver. Petit truc comme ça, bon. En revenant devant le panneau, un chemin s'est ouvert. C'est le chemin vers le printemps qui mène vers le château. Il est un petit peu bizarre. En avançant, on arrive devant la chambre d'Elio. Avril a l'air de vraiment vouloir voir l'intérieur, sauf que c'est vide. Ah bah c'est vraiment dommage pour toi, hein. Et d'un seul coup, Terre arrive. Mais non, le chômeur qui a un nom avec lequel je vais pas faire de jeu de mots cette fois-ci. On était bien sans toi. Même lui, il s'en rend compte en plus. On prend ensuite le point de vue d'Alicia, qui va revoir Azur, son petit frère qui était parti avec le grand-père, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Donc là t'es en train de me dire que ton petit frère est parti avec le grand-père mais pas toi. Mais y a vraiment personne qui te fait confiance, ma parole. On apprend qu'il cherchait un livre en particulier. Fallait s'en douter avec le nombre de livres qu'il y avait dans la tour. Le problème, c'est qu'il y avait un monstre qui le gardait. Attends, pourquoi il y a des monstres qui gardent des livres? En tant que pacifiste. Et pas du tout parce qu'ils sont faibles. Ils ont essayé de l'endormir. Sauf que le problème, c'est que, ils sont aussi endormis avec. Je compatis Alicia. J'ai jamais vu une famille comme ça. Le groupe d'Elio part ensuite en route pour retrouver Alicia. Une route avec des éventails. Un couloir? Bon c'est pas la route la plus dangereuse que j'ai vue, hein. On retrouve le grand-père et, oh mon dieu, ce n'est plus un couloir, c'est... Attends, qu'est-ce que ce bonhomme de neige fait ici? On est donc parti rejoindre Alicia et Azur qui se disputent. Ça, c'est l'amour fraternel. Et là, plot twist. En réalité, elle devait capturer Elio. Tin. J'aime bien la tête du grand-père. Je m'égare. C'est pour ça qu'elle voulait être escortée par nous quand elle voulait voir le roi. Sauf qu'elle s'est attachée à nous à force de rester avec nous. Ouais, je crois. Par contre, pourquoi est-ce que le roi il a pas juste demandé aux gardes de le capturer quand il était au château où il lui donnait une lettre? Soit le roi savait pas que c'était le postier qui le logeait dans son château, soit c'est parce qu'Elio est trop fort. En tout cas, apparemment, Elio est un voleur. On se retrouve donc avec une scène où elle déchire la lettre. Mais bon, ça on va le passer. Mais pourquoi le passer alors que c'est un acte plein de bravoure qui symbolise l'amitié envers notre héros et Alicia, symbolisant le passage du... On s'en fiche, on n'est pas dans une vidéo analyse. On est là pour résumer, ok? On se retrouve après avec Avril et Terre qui décident aussi de l'aider. Même si Terre, c'est autant un contre-cœur pour lui que pour moi, hein. On combat donc le grand-père et Azur. Et le combat il était hyper simple parce que j'ai vachement XP juste avant. Azur nous dit donc qu'il y avait un informateur expérimenté. Il lui avait demandé d'attaquer notre très cher Elio ou quelque chose du genre. Sauf qu'Elio l'avait laminé. Du coup ça faisait d'Elio une personne très louche à ses yeux. Mais ça se termine pas là. Quand tu lui demandes comment est-ce qu'il utilise la magie, il répond que la magie se trouve dans ses lettres. Mais bon, Azur le croit toujours pas. Du coup, il lui demande comment est-ce qu'il a appris la magie. Elio, il était pas en mesure d'apprendre la magie jusqu'ici. Mais maintenant, il y arrive. Le problème, c'est que ça risque de mettre en danger les grandes familles, qui souhaitent alors le retrouver pour l'empêcher de donner cette information au non-magicien. Parce que je vous cache rien, donner cette arme au non-magicien, jeune pas très cher des grandes familles. On sort ensuite du rêve pour combattre le fameux monstre. Mais attendez, vous faites quoi ici? C'est pas possible, quand on y était allé, il y avait personne. On combat le boss et c'était la première difficulté du jeu. Non, je rigole. Oh non, j'ai fait tomber un truc. La tronçonneuse l'a laminé. Après cette victoire, Azur en profite pour reprendre la lettre d'Alicia. Car oui,
Cette lettre n'avait pas été déchirée dans la réalité, mais dans le rêve. Puis il y a eu une dispute avant que le grand-père récupère la lettre. En quoi t'as cru que t'allais mourir? Le combat était super simple. Ensuite, Terre, le grand-père et Azur partent. Alicia va donc les suivre, mais juste avant, elle prévient Elio que des personnes vont le chercher. Avril et Elio restent donc seuls ensemble et ils en profitent pour parler. Elio s'excuse pour les problèmes qu'il a causés et surtout il s'excuse pour ne pas être normal. Puis il dit qu'il va tout arranger en souriant à Avril. On en profite ensuite pour lire quelques livres. Bon, là dans cette version on peut pas les lire, mais il me semble que dans celle où j'ai joué on pouvait. Et c'est alors le moment de rentrer. On part dans le château, devant la chambre d'Elio. Puis ils se disent au revoir. Elio rentre dans sa chambre. Puis on revoit pour la dernière fois un de ses flashbacks où Elio et Avril discutent pour la première fois. C'était par rapport à une dispute avec le chef d'Elio. Pour info, la dispute, c'était le combat entre l'informateur d'Azur et Elio en lui-même, donc son informateur était son chef. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein. Vous pouvez me contredire si c'est faux. Avril disait qu'elle allait le défendre, pour qu'il ne soit pas renvoyé. Puis après, il se présente. On repasse du point de vue d'Elio. Il s'inquiète qu'Avril ne le trahisse, mais il se rassure en se disant qu'elle ne l'a pas fait et semble débordée par les problèmes. On reprend dans l'histoire quelques semaines plus tard. Azur est venu nous voir pour nous poser une question. Oui, ok, c'est vrai que la tête de l'ancienne version est un petit peu moins belle. Mais bon, du coup, Azur était venu ici pour chercher Avril. Elle était partie à l'extérieur du château faire un truc. Donc Elio, il pouvait pas aider. Ce n'est qu'en allant à l'entrée du château qu'il a pu retrouver Avril. Avril avait d'ailleurs commencé une phrase, sauf que quelqu'un l'a coupée. Elle appelle Elio Ellie et l'attrape dans ses bras. Bon bravo Avril, hein. Et c'est comme ça que se termine la partie 1 de RLC. J'espère que ça vous a plu, parce que moi ça m'a plu. Et franchement, j'ai vraiment galéré pour le montage, parce que j'ai mon rec qui s'est corrompu. Heureusement que c'était juste la fin, parce que sinon, ça aurait été difficile. C'est pour ça aussi que je veux dire merci à lui. Il s'appelle Monsieur Pouette. Oui, il a un pseudo assez original. Et il m'a vachement sauvé la vie, parce qu'il m'a permis d'utiliser sa vidéo pour illustrer celle-ci. Et merci à Ultep quand même d'avoir fait ce jeu, parce que ce jeu est vraiment bien. Je vous le recommande. Allez, sur ce,